Donc on m'a dit d'être court, donc je vais être court. J'ai essayé de passer quelques messages simples et puis après surtout qu'on discute si vous êtes bien d'accord. Donc c'était juste pour vous dire que cette fois-ci c'est des seniors et globalement c'est pas exceptionnel non plus, hein, puisque si on regarde les médecins, en cancérologie on est entre 40 et 60%. En médecine générale, on est autour de 50%. Donc, vous voyez, c'est pas terrible. Et puis, en oncologie, on se rend compte qu'en fait, quand on est jeune, c'est encore moins bien, puisque les internes d'oncologie en Belgique, on monte à 70% sur le MBI. Donc, vous voyez, c'est pas exceptionnel. J'ai une enquête récente de 2015, je crois, ou 2014 sur les internes et chefs de clinique de chirurgie viscérale en France. On est à 52% d'une des composantes du MBI, avec donc un taux avec les trois composantes qui est autour de 10%. Le deuxième message que je voulais vous passer, c'est qu'en fait, l'épuisement professionnel, c'est compliqué et que globalement, le message, c'est que c'est souvent la conjonction de facteurs personnels, de facteurs environnementaux, et qu'il faut commencer à s'intéresser aux deux lorsqu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Je pense en particulier à vous et aux cadres et aux chefs de service. Quand vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, il faut savoir s'il s'est passé quelque chose dans la vie personnelle de la personne pour que ça y aille pas bien. Donc je pense à un deuil, je pense à une rupture, je pense à un retour de grossesse, qui sont des facteurs, des moments difficiles et où les gens sont fragilisés. Donc ça, c'est le côté personnel. En dehors du côté caractère, vous savez que les perfectionnistes, les gens qui sont plutôt tristes, pessimistes, c'est plutôt pas très bon pour le burn-out. Au niveau facteurs environnementaux, je ne vais bien sûr pas faire un cours là-dessus. Vous voyez qu'on les a séparés en 5 types. Le type de travail, c'est bien sûr la spécialité. Si vous faites de l'anesthésie, du soin palliatif, c'est pas la même chose. Sachez que les spécialités où ça va pas bien, c'est des spécialités en particulier où on a beaucoup de stress lié aux patients, hein, par exemple des décès à répétition, et puis des spécialités où on a un gros risque dans le geste technique. Et la spécialité quasiment où on va le mieux, c'est les soins palliatifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait on passe son temps à discuter avec les autres, et donc c'est le travail en équipe qui préserve du burn-out. La charge de travail, alors je voulais y revenir, parce que vous voyez que là, 52% des internes et chefs de clinique de chirurgie viscérale ont un burn-out. On a regardé s'ils bossaient un peu les jeunes récemment. Alors nous, on a fait la même enquête sur les internes de spécialité médicale à Tours en 2002. Et on a trouvé exactement la même chose, 52% d'épuisement professionnel. Donc on a regardé si ces gens-là bossaient. On a trouvé aussi le même. L'interne qui bosse pas actuellement en chirurgie viscérale, il fait 56 heures par semaine. Et le gars qui bosse un peu, il fait 90 heures. Et en spécialité médicale, en 2002, à Tours, c'était 56-90, pareil. Par contre, depuis, il y a le repos de garde qui est apparu pour les spécialités médicales. Là, il y a... Bon. Et on a regardé s'il y a une corrélation entre le temps de travail et le burn-out. Il n'y en a aucune dans aucune des deux études. D'accord? Donc ça, je crois que c'est aussi un message à passer. C'est pas forcément le temps que vous passez, mais c'est la qualité du temps que vous passez. Il y a 3 choses qui apparaissent dans les 2 études, exactement les 2 mêmes. Le manque de formation, le manque d'encadrement et le manque de reconnaissance par vos supérieurs. D'accord? Donc ça, je crois que c'est quand même un message qui est important à vous passer. Et puis donc 3 facteurs qui nous semblent essentiels dans la survenue du burn-out. C'est premièrement l'organisation du travail. Qui fait quoi? D'accord? Et deuxième chose, ce qui est important aussi, c'est l'interruption des tâches. Donc travailler dans vos services pour ne pas être sans arrêt dérangé. Les relations interpersonnelles au sein de l'équipe, c'est surtout les conflits interpersonnels. Et puis le management, qui est pour nous le phénomène essentiel et dont on va reparler. Donc je vais vous parler bien sûr du bébé qu'on a créé il y a une trentaine d'années, qui est la démarche participative. Tout simplement parce qu'en fait on a un groupe qui s'est penché sur la souffrance des internes et des chefs de clinique et des médecins en hématologie, et donc on s'est dit qu'il fallait créer un modèle de management, d'organisation
pour lesquels on pourrait faire quelque chose sur la qualité de vie au travail. Et donc on a créé un modèle qui a 5 composantes. Le plus important, c'est ce qu'on appelle les staffs pluriprofessionnels. Donc vous êtes passé, je pense, dans des services où ça existait, hein, où il y a les aides-soignantes, les infirmières, les soins de support, les médecins, les cadres. Et tous ensemble, on essaie de construire un projet de prise en charge globale du patient. Les formations internes aux équipes, le soutien aux équipes. Lorsqu'on a un problème dans le service, on se pose et on essaye de savoir pourquoi on est si mal. Je pense en particulier lorsqu'il y a des décès à répétition, lorsqu'il y a une mort difficile, etc. Sachez qu'en oncopédiatrie, c'est super fréquent chez nous. La mise en place d'une démarche projet au niveau de l'équipe, c'est-à-dire quand on a une problématique, plutôt de dire ce qu'il faut faire, on remet en place un groupe de travail qui va nous faire des propositions. Et puis on a rajouté assez récemment, il y a une dizaine d'années, une 5e composante qui est absolument essentielle pour qu'un service aille bien, c'est des espaces d'échange entre les médecins et les cadres. Et c'est pas le chef de service et le cadre, c'est tous les médecins et le cadre. Donc on a créé ce modèle. Et puis après, on essayait de savoir si ça marchait. On a l'impression que ça marchait, mais globalement, dans les années 90, 95, à ce moment-là, on est en 95, personne n'a envie de mettre ça en place. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Et bien en fait, donc ça c'est notre modèle. Donc en fait, on a fait un lobbying politique avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et on l'a rendu obligatoire dans tous les services de soins pour la prise en charge des patients en soins palliatifs. Donc globalement, c'est une mesure prioritaire d'accréditation des établissements depuis 2010 et donc ça doit être présent dans tous les services lorsqu'il y a des patients en soins palliatifs, d'accord, 100% des services. Donc je dis toujours quand je fais le cours, eh ben en fait ça doit être présent partout sauf en ophtalmo. Le seul service où on peut passer à travers c'est l'ophtalmo, mais normalement ça doit être présent dans tous les services de soins avec exactement toutes les composantes que je vous ai décrites en dehors des espaces d'échange entre les managers qu'on a créés depuis. Donc le message c'est que c'est obligatoire. Alors quels sont les impacts? Alors bien sûr, je vais pas vous passer tout. Sachez que la première étude qu'on a fait en 2004 a montré que la qualité de vie au travail des soignants était liée outre quand même à la charge de travail et la prise en compte des patients et des proches, la reconnaissance au travail, aux formations internes aux équipes, à la collaboration, à la qualité de la collaboration et de la communication au sein de l'équipe et à l'existence des staffs pluriprofessionnels. Donc ça c'est une étude qui a été publiée en 2012. On a recommencé en 2009 pour des publications qui datent de 2015. Et qu'est-ce qu'on a montré? Et bien, on a montré que lorsque vous aviez un manager, et des managers demain c'est vous, parce que vous serez tous managers un jour. D'accord ? Donc si vous êtes un manager qui fait confiance en son équipe, qui montre l'exemple et qui laisse une certaine autonomie à son équipe, vous améliorez la qualité de vie au travail et l'engagement de vos soignants. D'accord ? On a même, parce qu'en fait ces composantes jouent aussi dans les entreprises. On a montré qu'en fait on améliorait l'engagement des employés de 40% lorsqu'on leur faisait confiance. Et ça passe par le sentiment de justice qu'on crée. Et la même étude, qui était également publiée dans une revue américaine, montre que ça passe aussi par le soutien que le soignant reçoit, et ça augmente outre l'engagement, la satisfaction au travail et la performance. D'accord ? Alors vous allez voir dans les études suivantes que c'est très... Alors ça c'est un peu inquiétant, c'est des études qui ont été publiées sur les hôpitaux magnétiques. Alors je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent ça. Les hôpitaux magnétiques, c'est, vous voyez, des hôpitaux dans lesquels on signe une charte lorsqu'on est engagé. Alors hôpitaux magnétiques, ça attire les gens, ça attire les soignants. Hein. Ces hôpitaux magnétiques, c'est des hôpitaux qui attirent les soignants. Et donc quand on rentre dans ces hôpitaux, on signe une charte qui est tout ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'on s'engage sur la qualité de la collaboration au sein des équipes, on favorise l'autonomie des soignants, et puis lorsqu'on est directeur, on a une politique de formation, une dotation suffisante en personnel. Lorsqu'on est cadre, on soutient son équipe, on contrôle régulièrement la qualité des soins et donc on tient compte des patients. Alors donc je signe cette charte et qu'est-ce que ça donne ? Alors ça améliore la qualité de vie au travail, ça diminue le burn-out.
bon ça va, hein, la satisfaction au travail, donc ça c'est pas nouveau puisqu'on l'a déjà vu. Ça diminue le turnover et l'absentéisme, c'est une conséquence de la diminution du burn-out, et ça on l'a dans beaucoup d'études aussi. C'est après que ça commence à devenir un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on a comparé ces hôpitaux magnétiques, des services de chirurgie de ces hôpitaux magnétiques, à des hôpitaux comparables, avec des services de chirurgie comparables des hôpitaux qui ne sont pas magnétiques. D'accord ? Et on regarde ce qui se passe. Eh bien, en termes de mortalité, il y a 1/3 de morts en moins dans ces services. Et en termes de morbidité, effets indésirables graves, il y a 50% d'effets indésirables graves en moins dans ce type de management. D'accord ? Vous pouvez reprendre les effets indésirables graves de Tours. Vous êtes quasiment toujours dans un problème de communication. D'accord ? Donc l'idée, c'est que demain, vous allez être manager. Bien sûr, on peut parler de votre souffrance, mais on peut aussi parler de la souffrance que vous allez provoquer. Et donc, bien sûr, le message, c'est qu'il faut vous former au management, parce que demain, vous allez provoquer de la souffrance si vous n'êtes pas formé au management. Parce que c'est vous qui allez nous remplacer. Voilà, et puis ça a aussi un impact économique, parce que vous avez plus de personnel, mais c'est des hôpitaux qui coûtent 4% de moins que les hôpitaux normaux. D'accord ? Donc vous voyez, on a plus de personnel, mais vu qu'il n'y a pas de turnover et d'absentéisme, globalement, ils coûtent moins cher. Alors ça, c'est une étude qui est en cours de publication. Donc vous avez des primeurs. C'est la première étude mondiale qu'on a montée en oncopédiatrie. Donc il y a dans cette étude 540 soignants et 440 patients, patients enfants, qui ont été étudiés. Et qu'est-ce qu'on a regardé ? On a regardé si ça avait un impact sur la qualité des soins. Ben, vous voyez que les staffs et le soutien aux équipes améliorent la qualité des soins dans cette étude. Sachez que, par contre, la démarche participative améliore la qualité de vie au travail d'une manière absolument incroyable, hein, et qu'il y a une corrélation très forte entre la démarche participative, l'organisation participative et les caractéristiques managériales des managers. C'est cette diapositive-là, puisqu'en fait, vous voyez qu'il y a une corrélation très forte entre le fait d'avoir des staffs, le fait d'avoir une formation interne, d'avoir un soutien des équipes, par rapport au soutien organisationnel perçu par les équipes, par rapport au type de management, par rapport à la justice que vous laissez paraître, et par rapport au soutien à l'autonomie et la satisfaction des besoins psychologiques. Donc il y a une très très forte corrélation entre le type de management et cette organisation. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est cette organisation qui attire ce type de manager, ou est-ce que c'est parce qu'il y a ce type de manager qu'on a cette organisation? Et ça, je ne peux pas vous dire. Et je vais finir par cette diapo-là. C'est donc une étude également qui vient d'être acceptée dans une revue américaine. Cette fois-ci, c'est en oncologie adulte. Et c'est juste pour vous montrer la corrélation qu'il y a entre la qualité de vie au travail et la qualité de prise en charge des patients. D'accord ? Ça, c'est la première diapo. Et il y a également une autre diapo qui montre la corrélation entre la qualité de prise en charge des patients et les facteurs managériaux. C'était juste pour vous dire qu'on avait publié ça dans ce bouquin, que si vous voulez avoir des détails sur ce type d'organisation, vous pouvez aller voir notre bouquin. Voilà, donc c'était pas pour faire un truc très très fort. Mon message, c'est que premièrement, c'est très fréquent, que deuxièmement, c'est souvent la combinaison de facteurs personnels qui se passe à un moment donné associé à des facteurs environnementaux, et que les facteurs environnementaux qui comptent très fort, c'est pas forcément la charge de travail, c'est l'organisation, c'est les conflits, et c'est surtout la reconnaissance et le management, et que vous êtes tous demain des managers et qu'il faut vous former au management pour ne pas créer une souffrance de vos collaborateurs, et également pour améliorer la qualité de prise en charge des patients. Merci beaucoup.